Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez essentielle pour celles et ceux qui accompagnent le changement. Comment mieux comprendre les situations complexes? C'est un vrai défi face à une réalité qui bouge tout le temps. Alors, pour y voir plus clair, les sources qu'on a étudiées nous orientent vers la modélisation systémique, une approche pour apprendre bah, à voir autrement. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est pas tellement de chercher une carte parfaite du territoire, si on veut. C'est plutôt de construire, comme le dit Jean-Paul Gaillard, un point de vue pris sur le réel. C'est une démarche pour mettre un peu d'ordre. Forcément partielle, toujours à revoir. Dominique Genelot le résume bien. Un système, ça n'existe pas en soi. C'est un outil qu'on se donne, un outil intellectuel, pour appréhender une situation. D'accord, je vois. C'est un outil pour penser, pour structurer la pensée. Et concrètement, alors, par où on commence pour découper cette réalité un peu foisonnante? Les sources insistent pas mal sur des questions fondamentales, on dirait un peu les bases d'une enquête, non? Oui, c'est un peu ça. Des questions comme bon, qu'est-ce qu'on regarde précisément? C'est quoi l'objet? Où est-ce qu'on trace la limite entre ce qui est dedans et ce qui est dehors? Quelle activité on observe? Et dans quel environnement ça se passe? Et puis, la question clé, quelle est la finalité de ce système? Et nous, qu'est-ce qu'on vise comme changement? C'est vrai que ça oblige à clarifier son propre regard. Exactement. Ces questions, elles nous forcent à expliciter notre point de vue. Edgar Morin, lui, il suggère même de parler de concevoir, Ah oui, concevoir? plutôt que représenter. Oui, parce que représenter, ça peut donner l'impression de quelque chose de figé. Or, une situation, c'est vivant, ça évolue. Donc, concevoir, ça souligne ce côté dynamique. La modélisation, du coup, ça devient une méthode pour interroger nos propres perceptions. Qui sont les acteurs? Quels sont leurs liens, leurs enjeux? Et puis, peut-être aussi nos propres œillères. On ne cherche pas l'exactitude absolue, mais une représentation externe qui fasse sens pour nous, qui nous aide à apprendre, en fait. C'est une perspective intéressante, cette idée de concevoir. Ça rend le processus beaucoup plus actif, je trouve. Et pour rendre ça tangible, justement, les sources parlent de différents outils, c'est ça? Oui, oui. Il y a plusieurs supports qui peuvent aider. Le dessin systémique, par exemple, ça c'est très très puissant pour visualiser vite fait qui sont les acteurs clés, où sont les liens forts, les tensions. Ce qu'on sent un peu intuitivement, on peut le poser sur le papier. D'accord, pour avoir une vue d'ensemble rapide. Voilà. Et puis, il y a les boucles causales. Ça c'est plus pour comprendre la dynamique, comment les choses s'influencent mutuellement. L'exemple de l'entreprise surmenée est assez parlant, je trouve. Ah oui, racontez un peu. On voit bien comment le comportement du dirigeant, qui valorise, disons, l'hyperinvestissement, crée une sorte de boucle. Ça renforce ce surmenage des équipes, parce qu'elles imitent ce comportement pour être reconnues, et hop, on est pris dans une logique. Repérer ces cercles, qu'ils soient vicieux ou vertueux d'ailleurs, ça permet d'identifier où on pourrait agir, les fameux leviers d'action. D'accord. Et on trouve aussi le sociogramme, le génogramme. Le génogramme, ça paraît très centré sur l'individu, sur la famille. Comment ça s'applique dans un contexte plus large, comme une organisation? C'est une très bonne question. Le génogramme, qui explore l'histoire familiale sur plusieurs générations, un peu comme un arbre généalogique, mais avec les relations, les événements clés en plus, Mhm. eh bien, ça nous rappelle qu'on est tous porteurs d'histoire, de loyauté invisible, de schémas relationnels qu'on a hérités. Pour quelqu'un qui accompagne le changement, comprendre ces influences qui viennent de son propre système d'appartenance, comme dit Robert Nuburger, Hmm. ça aide à saisir comment son histoire perso peut teinter sa façon d'intervenir, de voir les enjeux dans l'organisation. Hmm. C'est important. Donc ça touche aussi à ce qu'on appelle parfois le système interne, nos différentes facettes, nos rôles. Absolument. Nos états du moi, ces différentes parties qui coexistent en nous et qui influencent nos réactions, nos décisions. D'accord, donc visualiser les systèmes externes, mais aussi avoir conscience de nos systèmes internes, de nos appartenances, pour mieux comprendre notre place, notre rôle et le lien avec les autres. Alors, comment on fait pour partager cette compréhension? Ah, ça c'est le point suivant et il est crucial. La dimension coopérative. Les sources insistent beaucoup là-dessus. Il s'agit vraiment de coélaborer le sens, ensemble. Et surtout, euh, sans tomber dans le jugement du type «Ah, il aurait fallu faire ci ou ça». L'écoute elle est fondamentale. Une écoute particulière, j'imagine. Oui, une écoute active, profonde. L'exercice d'écoute asymétrique, par exemple, c'est très intéressant pour ça. Une personne parle, l'autre écoute vraiment, sans interrompre.
Puis elle reformule ce qui a résonné chez elle, ce qu'elle a retenu. C'est simple, mais c'est très puissant pour capter le point de vue de l'autre sans le déformer avec notre propre filtre. C'est un vrai apprentissage mutuel. Donc, si je tente de résumer un peu tout ça, aborder une situation par la modélisation systémique, c'est vraiment adopter une posture d'apprenant. Un apprenant actif. Il faut externaliser ses idées, oser les mettre sur la table, se poser les bonnes questions, utiliser des outils variés pour visualiser les dynamiques, qui sont souvent complexes, communiquer, co-construire avec les autres, tout ça pour pouvoir agir de manière plus consciente, plus ajustée. C'est une démarche clé pour ceux qui veulent accompagner des transformations, en fait. C'est exactement ça, c'est une posture, une démarche. Et il faut garder en tête ce que dit Gérard Piroton, qui est très important. La valeur d'un modèle, ce n'est pas sa vérité absolue. On ne cherche pas le vrai modèle. Sa valeur, c'est son utilité pratique. Est-ce que ce modèle nous aide à comprendre? Est-ce qu'il éclaire l'action qu'on veut mener? Est-ce qu'il nous permet de mieux anticiper les effets de ce qu'on va faire? Un modèle, il est pertinent s'il sert le but qu'on poursuit. Ni vrai ni faux. Juste utile ou pas. C'est un critère très pragmatique, finalement. Utile pour l'action. Mais ça laisse une question en suspens pour la réflexion. Si chaque modèle n'est qu'un point de vue, un outil utile mais partiel, comment on s'assure que cet outil nous aide vraiment à voir plus clair et qu'il ne fait pas que confirmer nos propres angles morts, nos propres biais? Voilà une piste à creuser peut-être. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous.